Nous sommes en 2025 et cette année, c'est la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan, l'UNOC. Un moment unique pour mettre en lumière le rôle vital de l'océan et pourquoi le défendre. Mais comment faire, à notre échelle, pour s'engager, avoir un impact et trouver des solutions pour que vive l'océan ? Pour cette nouvelle saison, embarquons à bord de la goélette Tara, avec une fois encore des personnalités qui nous racontent pourquoi et de quelle façon elles s'engagent. Chaque épisode est une étude de cas, un exemple d'engagement, une piste de réflexion pour la protection de l'océan. Naviguons ensemble à travers ces regards croisés. Il existe des sujets qui nous tiennent à cœur, des causes communes pour lesquelles on a envie de se rassembler, de s'unir, de se battre. Cet engagement prend encore plus de sens quand la cause ne peut pas se défendre elle-même. C'est le cas de l'océan. Alors comment se mobiliser pour l'océan ? Comment s'y prendre en tant qu'individu et en tant que collectif ? Je suis Eva Salomé de la Fondation Tara Océan et dans cet épisode, parlons de la mobilisation citoyenne. Pour répondre à toutes nos questions, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Roux, activiste pour l'océan et conseillère en politique maritime, et Lucie Fortin, doctorante en socio-anthropologie au CNRS. Elles vont croiser leurs regards ici, à bord de la mythique goélette Tara. Anne-Sophie, Lucie, merci d'être présente aujourd'hui et d'avoir accepté de partager votre expérience. On se retrouve ici dans un petit studio fait maison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Merci déjà à vous de nous recevoir. Moi, je m'appelle Anne-Sophie Roux. Je suis activiste depuis 5 ans sur un sujet particulièrement, c'est l'exploitation minière des fonds marins, qui est une toute nouvelle industrie qui pourrait détruire l'océan et qu'on peut réguler avant même qu'elle ne démarre. Et je suis conseillère en politique maritime l'année dernière au ministère de la Mer et aujourd'hui avec l'ancien ministre de la Mer qui est aujourd'hui député des Côtes-d'Armor, donc Hervé Berville. Parfait. Et vous, Lucie ? Merci aussi pour l'invitation. Donc moi, je suis doctorante en socio-anthropologie au CNRS et mes recherches, elles portent sur les mobilisations citoyennes pour la protection de l'environnement et plus spécifiquement pour la protection de l'océan. J'aborde cet agir collectif pour l'océan en m'intéressant à des collectifs et des associations qui s'engagent pour proposer d'autres manières d'aller et d'être en mer, aussi bien dans le but d'acquérir des connaissances sur son écosystème avec des associations comme par exemple Astrolabe Expédition ou Arvik Océan, que pour proposer aussi des pratiques, par exemple de pêche plus durable, comme le fait la coopérative Skravik, ou encore de nourrir l'altérité océanique par la conception d'œuvres artistiques, comme le fait l'association Céline Guérondelle. Et dans mon travail, j'observe la manière dont ces engagements citoyens ils prennent forme, mais aussi ils se transforment, ils apparaissent, ils disparaissent. Et je m'intéresse particulièrement aux expériences vécues de ces engagements, qu'ils se passent en mer ou à terre. On a pris l'habitude de commencer le podcast avec cette question. Quel est votre lien à l'océan, Anne-Sophie ? Ouais, moi je pense que mon lien à l'océan, il est double. Il est déjà rationnel dans le sens où j'ai commencé à m'intéresser à l'océan via mon parcours de recherche en sciences politiques. Je travaillais sur l'adaptation des communautés côtières à la crise climatique. Et en fait, c'est en me plongeant sur le terrain vraiment des communautés qui sont touchées de plein fouet par la crise climatique que j'ai réalisé que l'océan, c'était notre meilleur allié pour répondre à ces questions d'adaptation et d'atténuation. Et puis il y a aussi un volet émerveillement, fascination par la beauté et la fragilité du monde sous-marin, puisque je suis plongeuse, un petit peu apnéiste aussi. Dès que j'ai l'occasion de me reconnecter à l'océan, comme là avec Tara, je suis très heureuse de le faire. Mais voilà, j'ai un lien à la fois théorique et pratique, on va dire. Parfait. Pour vous, Lucie ? Oui, un petit peu comme Anne-Sophie aussi, c'est via plutôt le milieu professionnel pour lequel je me suis intéressée à ces problématiques et ces enjeux maritimes. Et après, sur le plan plus personnel, une pratique de la voile, voilà, des attachements familiaux au bord de mer, etc. Parlons de la mobilisation citoyenne, parce que c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Quand on pense à la mobilisation citoyenne, on imagine tout de suite une manifestation dans la rue avec des pancartes qui s'agitent, des slogans qui résonnent en fond. Mais en réalité, se mobiliser peut prendre différentes formes. S'engager en tant que citoyen, ce n'est pas que ça. Pour vous, c'est quoi la mobilisation citoyenne ? Quelle est votre approche de la mobilisation citoyenne ?
Moi, dans mon expérience, la mobilisation citoyenne, c'est quelque chose qui est très, très protéiforme. Ça peut prendre énormément de formats et de méthodes différentes. Pour donner des exemples très concrets, en 2021, on a créé avec Camille Etienne ce mouvement qui s'appelle Look Down, qui visait en fait déjà à faire prendre conscience de l'urgence et de l'ampleur du sujet qui est l'exploitation minière des fonds marins, qui représente une menace sur la moitié de la surface de la planète, sur notre plus grand écosystème sur Terre, le pilier de la stabilité du climat. Et du coup, l'objectif de Lookdown, c'était de vulgariser la science, d'expliquer au grand public pourquoi ce sujet est vraiment important et vraiment urgent, et de faire en sorte que des États rejoignent le moratoire qui est demandé par la communauté scientifique internationale. Et du coup, pour ça, on a mobilisé plein de leviers, mais d'abord, on a vraiment créé une coalition. Et ça, je pense que c'était vraiment une des clés du succès et des victoires qu'on a eues avec Lookdown, c'est qu'on a à la fois travaillé avec des scientifiques, avec des parlementaires, avec des diplomates, avec des journalistes, avec des ONG, des activistes, etc. C'est vraiment ce côté un maillage d'acteurs très différents, je pense, qui a fait qu'on a réussi à avoir quelques victoires. Donc, par exemple, en 2 ans, on a réussi à ramener 32 États dans ce fameux moratoire qui est demandé par les scientifiques et dont la France. Donc, la France, c'était notre première mobilisation en fin 2021, début 2022. Et donc, on a eu ce grand retournement de la position française en novembre 2022 quand le président Emmanuel Macron a appelé à l'interdiction totale de l'exploitation minière des fonds marins. Et à partir de là, on a à la fois travaillé en interne, j'allais dire, avec les ministres, avec les diplomates, avec les personnes sur le terrain dans les délégations françaises, dans les négociations pour porter cette position dans les négociations internationales. Et puis de l'extérieur pour faire en sorte de ramener d'autres pays pour rejoindre ce mouvement porté par la France, mais aussi par le Brésil, le Canada, l'Allemagne, la Suisse, le Vanuatu, enfin voilà, plein de pays sur tous les continents. Et comment ça s'est manifesté au début Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette coalition et à rentrer sur cette thématique, par exemple? Moi, ce qui m'a un peu alertée, c'est en fait le fait que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais depuis des décennies, sur le sujet de l'exploitation minière des fonds marins, parce qu'ils voient bien les entreprises minières mettre de plus en plus de pression pour faire démarrer l'exploitation, alors qu'on connaît très mal les grands fonds marins. Il y a moins de 5% des grands fonds marins qui ont été explorés, cartographiés, et parce que les impacts pourraient être irréversibles. Et du coup, c'est vraiment en écoutant les scientifiques et les experts des grands fonds marins parler, en disant mais là on a besoin d'avoir une mobilisation parce que ils criaient un petit peu dans le vide entre guillemets. C'est vraiment en prenant appui sur les scientifiques qu'on a décidé d'essayer de faire quelque chose à notre échelle et du coup d'avoir cette coalition un peu sur tous les continents pour essayer d'alerter, donc sur la base des rapports et des travaux scientifiques, et puis ensuite en appelant les journalistes pour faire des médias traditionnels, en utilisant les réseaux sociaux beaucoup aussi pour vulgariser, pour faire des appels à l'action. Donc par exemple taguer tel ou tel ministre sous un post, ça on s'en rend pas compte quand on est tout seul à le faire dans son canapé, mais en réalité ça a un impact énorme. Et nous concrètement c'est des actions comme ça, digitales, qui nous ont permis d'avoir des discussions avec les représentants politiques, avec les ministres, avec les diplomates, etc. On a travaillé aussi sur une proposition de loi, donc avec des parlementaires, avec des experts juridiques. Donc c'est vraiment parti de l'alerte des scientifiques et aussi de l'urgence en fait d'avoir une ou deux entreprises minières qui mettent la pression pour détruire le patrimoine commun de l'humanité. Tout ça entre des portes plutôt closes parce que le sujet est quand même très peu connu du grand public. Et donc voilà, c'est ça qui nous a mené à lancer Lookdown. Et pour vous, Lucie, si on revient à ce que ça représente pour vous la mobilisation citoyenne, parce que vous l'abordez d'une autre façon, comment vous pourriez nous en parler ? Eh bien, c'est vrai que les mobilisations citoyennes, les mouvements sociaux, les actions collectives, c'est des sujets qui sont très travaillés en sociologie, tout d'abord. Elles peuvent être identifiées comme des modes de protestation ou l'expression d'un sentiment d'injustice ou encore une action concertée en faveur d'une cause qui vise soit des changements, soit au contraire résister à des changements. Généralement, il y a un peu 2 critères, on va dire, autour d'une action collective. Ça va être celui d'agir en collectif, donc agir ensemble, et dans une logique de revendication, donc agir pour un intérêt, pour défendre une cause. Ces actions collectives, elles peuvent émerger dans des configurations très diverses et prendre des formes très diverses, comme Anne-Sophie le disait. Ça peut être la forme de manifestation, d'occupation de lieux, de pétition, ou dans des formes plus discrètes parfois, avec du sabotage ou de l'insubordination. Le champ des mobilisations environnementales, disons, est un objet assez spécifique dans le milieu de la sociologie. Les sociologues s'en emparent pour montrer leur hétérogénéité à travers leur mode d'action, leur conception idéologique, leur groupe d'appartenance ou encore leurs revendications.
Et en fait, quand j'ai commencé moi-même à travailler sur ce sujet, en France, j'ai trouvé assez peu de littérature sur les mobilisations environnementales spécifiques à l'océan. Il y a quelques travaux, par exemple sur des initiatives de protection du littoral. Je pense notamment au sociologue Julien Wesbein qui a beaucoup travaillé avec Surfrider. Il y a une thèse également qui a été faite par Milo Villain sur les défenseurs de l'océan, ou encore les travaux de Ludovic Fallet qui lui va chercher à articuler l'engagement politique et aussi l'expérience immersive en mer par la pratique du surf. Donc ça, c'est des travaux qui m'ont un petit peu aidée, mais en fait, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux mobilisations pour l'océan, j'ai pris donc connaissance d'une grande diversité d'initiatives qui vont aussi bien de l'ONG Sea Shepherd à l'association locale brestoise Céline Guirondelle, de la Fondation Tara, au collectif Les Soulèvements de la Mer, par exemple. Et donc c'est un peu face à ce manque de connaissances scientifiques sur les mobilisations pour l'océan et face aussi à cette hétérogénéité et singularité de ces initiatives que j'ai tout d'abord mené le projet de recherche Assemblée des océans et mon projet doctoral. Si on prend le cas de la protection de l'océan, on partage souvent un même objectif, mais pas forcément les mêmes façons de faire. Certains interpellent, rédigent des pétitions, d'autres négocient des traités ou font des sittings. Vous parliez par exemple de différents modes opératoires. En quoi justement la mobilisation citoyenne contribue à défendre une cause, selon vous? Parce que ça peut être aussi parfois critiqué de dire, en fonction des modes opératoires, justement comment on peut le légitimiser entre guillemets. Moi déjà, je pense qu'il y a un premier enjeu avec la cause qui est la protection de l'océan, c'est le fait que, en général, le grand public est très très peu alerté ou au courant du fait que l'océan est vraiment ce qui nous permet littéralement la vie sur Terre. Alors à moins qu'on soit breton ou bretonne ou qu'on vive près des côtes, et dans ce cas-là, on a un attachement particulier, mais la plupart des gens n'ont pas vraiment conscience de l'importance de protéger l'océan. Et du coup, je pense qu'il y a un premier enjeu de vulgariser, d'expliquer, de partager ce qui se passe sous l'eau, parce que ça nous concerne tous et toutes, et puis comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, on a tendance à mettre de côté ou à omettre l'océan dans les préoccupations, que ce soit climatiques, pour la biodiversité, environnementale de manière générale. Et ensuite, en termes de mobilisation, je trouve que tous les modes d'action sont vraiment complémentaires. Il n'y en a pas un qui est forcément mieux que l'autre, au contraire, c'est toujours comme des pièces d'un puzzle ou des pièces d'un échiquier qui marchent vraiment de manière coordonnée, dans le sens où on arrive à poser un sujet sur le débat public, l'exploitation minière des fonds marins, ou ça peut être n'importe quel autre sujet océanique, comme la pêche, etc. Et ensuite, il y a des pièces de l'échiquier qui vont être peut-être la frange radicale, entre guillemets, qui vont faire des actions coup de poing ou des blocages, etc. Et puis, il y a des pièces qui sont un peu plus réformistes, entre guillemets, ou qui vont essayer d'aller travailler avec des parlementaires, comme moi j'ai fait par exemple, pour essayer de transformer cette mobilisation citoyenne en des propositions de loi, en des positions dans les négociations, etc. Et du coup, je pense que vraiment chaque brique a son importance, et c'est vraiment ce côté collectif, je trouve, qui est vraiment impactant à la fin. Lucie, on est un petit peu aussi à l'heure de l'économie de l'attention, de la difficulté à engendrer un changement de comportement, puisque on mobilise, c'est aussi pour qu'il derrière il y ait certains changements qui soient opérés. L'information ne choque plus, mobilise peu. Trop d'infos tue l'info d'une certaine façon. Qu'est-ce qui, selon vous, va pousser à la mobilisation ? La motivation des mobilisations, c'est pas forcément quelque chose que je vais aborder de manière directe ou frontale dans mon travail de recherche. Ce que je vais plutôt tenter de faire, c'est d'aller relever les conditions dans lesquelles ces mobilisations, elles se forment. Je vais essayer d'aller relever les points communs, mais aussi les points de tension, les moyens dans lesquels ils vont mettre des articulations en place avec le milieu de la recherche, le milieu politique, etc. Et c'est comme ça, en fait, que ça va me permettre de pouvoir commencer à décrire comment s'organisent ces mobilisations et comment les participations, on va dire, ont lieu. Peut-être que ce que je peux vous donner, c'est un peu les premières ébauches de réflexion que j'ai via mon travail, du coup, qui est encore très très en cours et assez récent, quoi. On observe en effet des similitudes, c'est un petit peu comme ce que disait Anne-Sophie sur le fait que ces collectifs, ils sont quand même habités par une sensibilité qui est liée à l'expérience maritime, des formes d'attachement. Comme je travaille avec des collectifs qui font beaucoup de choses sur des embarquements, des expéditions à la voile, c'est beaucoup lié à l'apprentissage de la voile. C'est également des collectifs qui vont exprimer un rattachement quand même à des projets qui vont se vouloir éthiques, avec une dimension politique, avec des tentatives de transformation du monde aussi. C'est une ethnographie, donc c'est-à-dire que je vais mener des observations sur du long terme avec des descriptions fines et qui m'ont permis d'identifier quand même des singularités dans les modes d'agir. Certains collectifs ne se considèrent pas forcément comme des acteurs de la protection de l'environnement.
Ils vont plutôt avoir tendance à dire qu'ils cherchent à se rendre utiles, que leur proposition, on va dire, tend vers des transformations sociales et sociétales. Il y en a certains aussi qui insistent sur le fait qu'ils ne cherchent pas forcément à formuler un discours militant ou activiste. Il y a tout ce panel un peu différent de propositions de mode d'agir. Ce que ça donne à voir, c'est l'expression quand même de positionnement politique parfois un peu distant et qui permettent de se questionner sur ces vocations de l'agir collectif. Et la tension, en fait, elle pourrait résider ici. C'est le fait que certains de ces collectifs se situent dans cette forme d'indétermination politique, mais en même temps, ils sont tous pris par cette urgence d'agir, en fait. Ce que j'observe, la manière dont j'aborde les choses, c'est que d'une part, tout le monde n'est pas mu par les mêmes sensibilités, ne procède pas de la même manière, n'ont pas tous et toutes non plus le même agenda politique, voire n'en ont pas. Et d'autre part, il y a une forte filiation entre l'engagement politique et l'expérience maritime. Et ça peut passer par des expériences de transformation de soi qui passent par le corps. Par exemple, ils vont partir en expédition, ils vont aller réaliser des prélèvements scientifiques, ils vont se former parfois au métier de marin, ou encore se traduire aussi par des pratiques artistiques. La question peut-être que je me pose aujourd'hui justement, et c'est encore une question en construction, j'insiste, mais c'est est-ce que cette prise dans l'émerveillement, dans cette recherche d'une altérité un peu radicale avec l'océan, elle passerait pas par des formes de dépolitisation au vu de cette mise à distance qu'on ne retrouve pas peut-être dans des activités plus comme Anne-Sophie mène, d'activisme, de plaidoyer, etc. Vous parliez justement du collectif, on rigolait sur le fait d'être breton, d'être surfeur. En fait, d'une certaine façon, c'est aussi faire partie d'un collectif. Alors, c'est une liste non exhaustive, évidemment. Quel rôle va jouer le sentiment de communauté dans la mobilisation ? Est-ce que ça joue un rôle, déjà, de faire partie d'une communauté ? Est-ce qu'on se sent peut-être moins seul et on se sent plus vaillant pour se mobiliser ? Ça, c'est vrai que ça résonne du coup avec le projet de recherche que j'ai mené sur les mobilisations de surfeurs contre les interdictions d'accès au littoral et à la mer, des mesures qui avaient été prises par le gouvernement pendant la période de Covid. Et donc c'était une enquête qui s'est déroulée en 2021 dans le Finistère et dans laquelle en fait j'avais questionné justement l'engagement des surfeurs et la dimension politique de leur engagement, à savoir comment est-ce qu'on peut dépasser un peu cette image aussi du surfeur écolo ou alors du surfeur non engagé, pour me demander aussi si la pratique de surf engage et en fait qu'est-ce qu'elle engage. Et face à ça, en fait, je me suis retrouvée face à une communauté, un collectif de personnes qui étaient tiraillées entre aussi l'opportunité économique de la pratique du surf, toutes les possibilités de développement qu'elle permet, donc le florissement des écoles de surf, des surf shops, des surf camps, etc. Mais aussi pris dans une inquiétude générée par la dégradation de la qualité de la pratique, pouvant se traduire par des interdictions d'accès. Donc soit des restrictions liées à la régulation du nombre de pratiquants, soit aussi par des questions de pollution terrigène qui nécessitaient la fermeture de certains spots. Regarder la pratique du surf à travers son développement, ça a été un moyen, je trouve, en tout cas, d'éclairer de nouvelles tensions et enjeux qu'on peut trouver sur l'accès au littoral, qui vont être liés aux changements environnementaux, mais aussi aux choix politiques qui sont faits sur ces espaces. Et en fait, d'une certaine manière, ça permet de se rendre compte qu'il y a une relation à l'environnement qui se complexifie. C'est une pratique engagée qui parle peut-être moins de la protection de la nature, mais en tout cas qui parle toujours quand même d'une protection du milieu dans son ensemble. C'est quelque chose auquel je n'ai pas réussi vraiment à aller encore au bout, mais qui me taraude encore un peu. C'est quelle critique en fait est finalement formulée dans ces mobilisations. Qu'est-ce que ça dit d'autre qu'un simple mécontentement de l'interdiction d'accès aux spots de surf ? Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés aussi, tout ça ? Anne-Sophie, vous avez travaillé notamment sur la campagne Look Down. Vous nous avez un petit peu parlé de cette campagne auparavant, de comment elle s'est montée donc, avec Camille Etienne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette campagne ? Est-ce qu'il y a certains éléments qui vont le plus interpeller ? Moi, je pense que ce qui, globalement, m'a vraiment marqué avec Look Down, c'est le fait que l'activisme marche. Dans le sens où, pour beaucoup de pays, et de manière générale, quand on s'attaque, entre guillemets, à des entreprises minières cotées en bourse, qui sont prises dans une machine financière qui dit, à la fin, il faut éliminer les grands fonds marins, très souvent, on nous dit pardon, mais vous allez rien faire avec vos petits bras. En fait, c'est un petit peu David contre Goliath, quoi. Et sur certains pays, quand on se rend compte que ça marche, ça donne vraiment un espoir assez fou. Et puis le fait déjà de mobiliser le grand public, de faire en sorte que le sujet soit connu, parce que c'est aussi ça qui était bien pour les entreprises minières, c'est que pas beaucoup de monde ne se soucie des grands fonds marins. Et du coup, le fait d'en parler, déjà, c'est un assez gros impact. Par exemple, pour la Norvège, on a eu une très grande victoire en Norvège en
décembre 2024, grâce à une mobilisation des pêcheurs norvégiens, de parlementaires européens, de parlementaires norvégiens, d'activistes norvégiens, à la fois en Norvège, en Europe et dans le reste du monde. On a réussi à empêcher le démarrage de l'exploitation minière en Arctique, donc dans l'océan Arctique, qui est évidemment un territoire très fragile, très peu connu et central pour la stabilité du climat. Et tout ça, honnêtement, même nous, à la fin, on n'y croyait pas vraiment que la victoire était possible. Et donc, c'est vraiment ce genre de retournement et de victoire qui nous fait dire, OK, ça fonctionne, quoi, on peut le faire. Et justement, en prolongeant l'exemple des surfeurs, quand on travaille sur un nouveau pays, on cherche toujours à aller alerter en premier les populations, les communautés océans. Et là, par exemple, on travaille sur l'Australie, qui est un des gros pays qui n'a pas encore pris position pour le moratoire, qu'on essaye de faire bouger en ce moment. Et ben, les premières personnes à qui on va parler, c'est les surfeurs australiens, qui ont évidemment des grandes communautés en général sur les réseaux sociaux, qui sont aussi très impliqués et plutôt politiquement assez impliqués, et qui nous aident à faire des relais au sein des communautés océans, puis avec des journalistes de pouvoir élargir un petit peu nos cercles pour aller toucher les personnes qui ne sont pas forcément de la communauté océan entre guillemets. Mais voilà, c'est toujours nos portes d'entrée dans ces nouveaux pays, les surfeurs, les personnes qui font du voilier, les gens qui sont attachés à l'océan. Si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui a envie de s'engager? Moi, mon conseil, c'est déjà si on habite dans un territoire maritime comme en Bretagne, rejoindre les collectifs qui ont été mentionnés, qui sont proches de chez nous, parce que c'est souvent quand on est dans ces territoires-là qu'on peut avoir nos premières implications. Mais même si on ne l'est pas, moi je suis d'origine savoyarde, je n'ai pas vraiment grandi à côté de la mer, et c'est pas pour autant qu'on peut aussi ne pas s'engager pour l'océan. Et pour ça, suivre des comptes, que ce soit de personnalités de la société civile, des activistes, des ONG, des scientifiques, ou même des personnalités politiques qui sont engagées sur l'océan, de suivre ces personnes-là, participer à des actions même si elles sont en ligne. Si vous n'habitez pas forcément dans un territoire maritime, c'est déjà quelque chose qui a un impact énorme. Et puis ensuite, si on le peut, aller se connecter à l'océan, rien qu'aller nager, mettre un masque pour voir sous l'eau, ça c'est des choses, quand on a les capacités et les moyens de le faire, c'est aussi quelque chose qui est super impactant, parce que ça réveille cette sensibilité un petit peu qui génère ensuite l'action, quoi. C'est vrai que c'est s'intéresser en fait et continuer à écouter et aussi avoir un regard critique sur ce qu'on voit et ce qu'on entend. Je pense que ça peut s'allier en fait à cette, je sais pas si on peut aller jusqu'à de l'implication, mais en tout cas continuer à éveiller sa curiosité sur les questions océans, enjeux maritimes, etc. Anne-Sophie, Lucie, merci beaucoup pour ce bel échange. Donc on l'a vu, la mobilisation citoyenne, c'est un des leviers de l'engagement. Elle peut prendre différentes formes et également différentes échelles de temps. Et je pense qu'un message qu'on peut retenir, c'est qu'on peut tous s'engager d'une certaine façon. Il est temps pour nous de descendre à quai, car Tara reprend la mer pour sa mission spéciale, direction la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Un podcast de la Fondation Tara Océan, produit par Good Drama et réalisé par Studio Fred H. Vous pouvez nous soutenir en partageant ce podcast et en parlant de nos actions. Ensemble, défendons le vivant, protégeons l'océan.